Denis Euro, bonjour. Bonjour. Homme de mer et navigateur, amoureux de bateaux, marin pêcheur, skipper, vous avez organisé la première édition du Vendée Globe en 1989. On vous a beaucoup vu aussi dans l'organisation. Vous avez été directeur de course de la Solitaire du Figaro pendant, je crois, au moins 9 éditions. Bravo, Vous êtes, exactement. et j'ai dit que vous avez organisé le premier Vendée Globe. Vous avez été le directeur du Vendée Globe, le directeur de course de 2004 à 2016. Autant dire, le Vendée Globe, vous le connaissez par cœur. Et c'est pour cela que vous venez de publier cette année aux éditions Bourrin un livre qui s'intitule Mon Vendée Globe. C'est de ce livre-là que nous allons parler un petit peu aujourd'hui, de votre expérience du Vendée Globe. Mais d'abord, la première question, parce que c'est un peu l'actualité, que pensez-vous de ce début du Vendée Globe 2020, tellement mouvementé au bout de seulement 3 semaines? Déjà, il faut rappeler que le Vendée Globe n'a lieu que tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques, comme les Coupes du Monde de foot, comme les grands événements sportifs. Et donc, ça lui donne une singularité que les autres événements sportifs n'ont pas. Parce qu'on se souvient à peu près de chaque édition, mais surtout, chaque édition est totalement différente. Entre l'édition 89 et celle de 92, à part le fait de faire le tour du monde, il y a tellement de différences. Et puis pareil en 96, totalement différent. Et puis 2000 avec l'arrivée de Michel Desjoyaux, Hélène MacArthur, et puis 2004 la victoire de Vincent Rioux, mais tout ça, c'est le Vendée Globe toujours, mais c'est toujours tellement singulier. Chaque épreuve, chaque édition a une odeur, une saveur particulière. Ben celle-là, elle n'échappe pas à la règle. Celle-là, elle commence avec la crise du Covid, elle commence avec les Sables d'Olonne vides, et ça, on n'avait jamais vu. Hein. On n'avait jamais vu. Non. Moi, j'étais comme vous sur les pontons la veille, et franchement, cette espèce de chape de plomb, ce silence incroyable sur la ville, alors que les bateaux partaient le lendemain, mais j'avais jamais vu ça. Donc en fait, on a encore une fois une particularité. Et puis, une fois qu'on est parti, on a attendu, puis on a attendu, puis il y a eu un report, puis deux reports, puis trois reports, puis quatre reports. Exactement, oui. Et donc on attendait, on ne savait plus où on était, etc. Et tout à coup, il y a, je ne sais pas par quel incroyable facteur météo, le rideau qui s'ouvre, et là la pièce de Oui. théâtre peut commencer. Et elle commence dans des conditions, mais qu'on n'a jamais vues, jamais, avec 10-15 nœuds, de nordées, des vents d'amont, on va glisser dans le golfe, extraordinaire. Donc ça commence redoutablement bien. Puis après, ben, on rentre dans le Vendée Globe, traditionnel, je dirais, avec son lot de problèmes, son lot de mésaventures, avec évidemment ses abandons, ses tristesses, ses frustrations. Mais ça, c'est la vie du Vendée Globe. Et puis enfin, pour terminer sur cette entame, je dirais, ben, heureusement que dans l'accident qui a eu lieu sur PRB, heureusement que nous avons deux marins exceptionnels, des gars qui sont rompus à l'exercice, qui sont solides mentalement, solides physiquement et qui ont un mental d'acier. C'est Jean Le Cam et Kevin Escoffier, parce que ça nous garantit un épisode et une fin d'épisode positive et heureuse. Heureusement, moi je remercie tout le monde que ce malheur ne soit pas arrivé avec des débutants. Parce que là, ça aurait pu être différent. Oui, et puis aujourd'hui, nous avons Samantha Davis qui est en train de checker son bateau parce qu'elle a aussi touché quelque chose hier. C'est Alex Thompson qui renonce à la course. Un dématage déjà dans les 3 premières semaines. La plupart des bateaux les plus gros qui ont déjà des soucis de foil, d'avoir heurté des choses, tout ça, c'est finalement on se disait un peu avec le temps, on se pose moins la question de ce qui va se passer. On se demande qui va gagner avec ces 5 bateaux très puissants. La question qu'on se posait tous, c'est lequel va gagner. Et en 3 semaines, la mer nous prouve une fois de plus que les jeux ne sont jamais joués d'avance. Mais bien sûr que c'est jamais joué d'avance. Et puis, n'oublions pas que quand même, on a des bateaux expérimentaux. Ce ne sont pas des bateaux qui sortent d'une longue tradition que l'on aurait pu contrôler comme des voitures pendant des années et des années. Pas du tout. Chaque bateau, là encore, a sa propre identité, sa propre histoire. Et donc, on est dans. Enfin, la jauge des bateaux, elle est comme ça. On peut en penser ce qu'on veut, mais aujourd'hui, elle est comme ça.
C'est une jauge expérimentale et on a très très peu de retours sur expertise, de retours d'analyse, puisque ce sont des prototypes tous différents. Et donc, on ne sait pas, il y a quand même une petite partie, je ne vais pas dire d'aveuglette, mais il y a une partie quand même de prise de risque dans tout ça, bien évidemment, qui est inhérente aujourd'hui au Vendée Globe. Alors, rappelons-nous quand même, faut pas être amnésique, c'est très important d'avoir de la mémoire, et vous le savez bien. Eh bien, en 2008, on part à 30. Et en 2008, on arrive à un tiers, seulement un tiers. Et en 2008, dès la première nuit, on a 3 ou 4 dématages, parce que les conditions sont très difficiles. Et donc, on a Groupe Bell qui revient, on a Yannick Bestaven qui démate, etc., etc. Et ça, c'est des départs très durs. Je note quand même que 2012, 2016 et 2020, on a des entames qui sont faciles, qui ne sont pas difficiles. Et donc, ça nous garantit d'avoir encore une trentaine de bateaux à l'approche des 40e, car si nous avions eu une entame beaucoup plus difficile, je ne sais pas combien nous serions aujourd'hui. Il faut toujours se rappeler quand même aux conditions météo qui nous gouvernent. Hein. On est gouverné par les conditions météo. Est-ce qu'on va dire un mot parce que le temps de notre émission, de notre petite interview file très vite, on va dire un mot de votre livre préfacé par Isabelle Autissier. Je crois que c'est votre premier. Oui. Je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore reçu, mais il ne devrait pas tarder. Alors, j'ai participé à l'élaboration de plusieurs autres livres, dont un sur la petite Coupe de l'Amérique, que j'avais organisé à Genève il y a quelques années. Mais c'est mon premier livre sur lequel je me dis, bon voilà, on connaît tous le Vendée Globe, c'est devenu notre feuilleton tous les 4 ans pendant l'hiver. Et quel feuilleton, quel merveilleux feuilleton. Il serait temps quand même de se rappeler d'où nous venons, où nous allons, voir qui il a porté, ce Vendée Globe, comment est-ce que lui, il a passé le temps des 30 ans, alors que d'autres épreuves, je prends la Whitbread, je prends le BOC Challenge, la Barcelona World Race, par exemple. Exactement, oui. Tous ces événements sont arrêtés. Et nous continuons. Eh ben, on continue avec une bonne santé et on a de plus en plus de concurrents, etc. Donc, c'est cette histoire que je voulais raconter. Mais raconter l'histoire ne suffit pas. Ce qu'il faut après, c'est raconter l'histoire pour les gens qui ne sont pas experts. C'est ça mon propos. Exactement. C'est-à-dire, combien ça coûte un bateau, qu'est-ce qu'il y a dans un bateau, comment on s'habille, comment on se nourrit, comment on fait de l'eau, comment on dort, comment on se cultive ou non, comment on a peur, on n'a pas peur, etc. etc. Tous les ingrédients qui font concrètement l'événement, je voulais raconter ça pour qu'on puisse s'ouvrir au futur. Maintenant, on est à la 9e édition. On a 30 ans. Quand on a 30 ans, on est en train de choisir sa vie. C'est quelque chose comme ça. Donc, nous avons 30 ans. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons devenir ingénieurs polytechniciens? Est-ce que nous allons continuer l'aventure pour l'aventure? Est-ce que nous allons nous assagir un petit peu? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est ça mon propos. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Merci beaucoup. En tout cas, vous donnez très envie de le lire de Nioro, parce que vous savez quoi, c'est exactement la question que l'on se pose aujourd'hui en étant sur les pontons, en regardant les bateaux, en regardant la Corse. C'est la question aussi qu'on se pose de l'avenir de cette course. Mais avant de parler d'avenir, parlons aussi un peu rapidement en 2 questions seulement du passé. Je crois que vous êtes devenu directeur du premier Vendée Globe en 1989. Je ne vais pas dire sur un coup de tête, mais quasiment en 5 minutes à l'été 89, juste avant le départ. C'est vrai ou pas? Sur un malentendu, il se trouve que j'avais navigué avec Philippe Gentot et on avait gagné la course de l'Europe. J'avais embarqué à Lorient et on avait fini par gagner cette course en arrivant en Italie. Très jolie compétition qui va renaître d'ailleurs maintenant. Et Philippe, bon, je navigue avec lui, etc. Je lui vends je vends son bateau, etc. Et puis plusieurs années après, je le retrouve au mois de juin ou juillet, je ne sais plus exactement. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je lui dis, je continue à naviguer. Pourquoi? Parce que j'organise une course autour du monde et je voudrais que tu t'en occupes. Et je lui dis, mais si pardon, est-ce que tu peux me répéter ça, etc. Et j'ai tourné 7 fois ma langue dans ma bouche. Et au bout de la 7e fois, donc il m'a fallu 2 minutes 23 secondes, je lui ai dit, d'accord, mais on commence demain matin.
Et là, il m'a dit, demain matin, non, probablement pas. Je lui ai dit, si, on commence demain matin et tu me laisses organiser mon équipe. Eh bien, c'était un jeudi, le lundi matin qui suivait. J'étais au port de Javel-Haut, Paris 15e, dans une péniche que Philippe venait d'acheter et qu'il avait intitulée, qu'il avait appelée Vendée. Et il y avait mon petit bureau qui est là, et j'ai passé beaucoup de temps dans ce petit bureau de la péniche Vendée au port de Javel-Haut à Paris pour l'organiser. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Denis, quelles étaient les interrogations de ce premier Vendée Globe? Ah, elles étaient multiples. Si vous reprenez ce que j'ai fait pour écrire le livre, j'ai repris les coupures de presse de l'époque. Voile et Voilier, qui est quand même le grand magazine de référence, est obligé de situer les Sables d'Olonne dans son papier d'ouverture en disant la course partira de Sables d'Olonne. Et ils disent, pour aller au Sables d'Olonne, vous prenez le train depuis Paris, la gare Montparnasse, vous allez à Nantes, et là vous prenez un TER en direction de Bordeaux, et vous arrêtez là à la gare des Sables d'Olonne. Incroyable. Vous rendez-vous compte du chemin parcouru? Ce jour-là, on expliquait comment se rendre au Sable d'Olonne et aujourd'hui, les Sables d'Olonne sont devenus indiscutablement la capitale mondiale de la voile avec la Mini Transat, la Golden Globe Race, le Vendée Globe tous les 4 ans. Absolument, et avec les autres courses qui vont être organisées. Et donc, Exact. et ben voilà. Et puis, Voile et Voilier ainsi que toutes les autres magazines de référence de l'époque disent, de toutes les façons, ce n'est pas possible de faire un tour du monde sans arrêt, sans escale et sans assistance. Ça ne marchera pas. C'était le leitmotiv. Ce qui fait que Tito Alain Mazou embarque 16 ou 17 pilotes automatiques, je ne sais plus combien, deux grands mais oui, deux grands voiles et tout en rechange. Tout est en double ou en triple parce qu'à l'époque, le leitmotiv, c'est on n'y arrivera pas, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Et là, le premier de 89, il tente à prouver que pour la première fois, on peut faire ce tour du monde sans s'arrêter et sans être aidé. Et ça, c'est révolutionnaire parce que ça change totalement. Alors après, bah, évidemment, tout le monde vient au secours de la victoire et tout le monde dit, bah, voyez, on peut le faire, etc., etc. Et maintenant, on fait. Mais à l'époque, c'était vraiment est-ce que c'est faisable? Est-ce que pendant toutes ces années, quels sont les navigateurs qui vous ont le plus ému? Alors, les navigateurs qui m'ont le plus ému sont ceux qui disposent des qualités humaines les plus fortes. Dans le livre, je raconte un peu ce que je connais de quelques navigateurs très connus, mais ce que je connais de façon un peu plus intime, c'est-à-dire, ayant été 9 ans au Figaro, j'ai vu Michel Desjoyaux, comment il est dans la vie, comment il est dans la confrérie des navigateurs. J'ai vu toutes les qualités humaines de cet homme que l'on connaît pour être un technicien hors pair, et puis pour gagner, pour avoir un goût de la victoire immodéré, et puis pour faire des choses que les autres ne font pas. Mais Michel a des qualités humaines hors du commun également. Pareil pour Jean. J'ai vu par exemple Michel aider un navigateur que l'on connaît bien au sable qui s'appelle Rich Wilson. Et Rich avait dit je suis très impressionné par Michel Desjoyaux, je vais lui demander des conseils. Eh bien, Michel, entre deux courses, hein, évidemment, a répondu en anglais à toutes les questions de Rich pendant des mois et des mois et des mois. Rich lui disait écoute, comment est-ce que je fais ça? Et Michel prenait le dictionnaire, il parle un anglais assez bon, et il lui a répondu à toutes ces questions pendant des mois. Qui aurait fait ça? C'est incroyable. Et Rich, pour lui, c'est son professeur particulier, Michel. Et Michel ne l'a jamais lâché. Jamais. Et à tel point qu'au dernier départ de Rich, quand Rich va monter sur son bateau le jour du départ, Michel est en pleine interview avec une forêt de caméras où on lui pose des tas de questions, c'est en 2016, et il aperçoit que Rich va partir sur son bateau. Il plante les caméras, il plante les interviews, il se dirige vers Rich Wilson jusqu'avant qu'il n'embarque, il le prend dans ses bras et il lui dit « Please, come back. S'il te plaît, reviens. » Et c'est quelque chose, quand Rich me raconte ça, mais c'est très émouvant. Pareil pour Jean Le Cam, quand il fait le Figaro, il gagne au Croisty, on a 41 inscrits, eh bien il a attendu les 41 skippers inscrits à la solitaire, il les a tous attendus sur le ponton avec une bière ou un café à la main, et il a refait la course avec les 41. Ah C'est-à-dire oui.
Oui, c'est-à-dire que lui, il arrive, il gagne l'épreuve, il gagne tout, c'est la fin, il vient de gagner, et ben il va refaire le match avec chacun d'entre eux pour lui dire, mais alors à tel bouée, quand tu vires, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et l'autre, et les autres, ils sont, c'est Dieu le Père qui vient leur parler, quoi. Il vient de gagner, c'est Jean Le Cam, etc. Ben non, Jean Le Cam, il prend soin des 41 autres compétiteurs qui sont dans sa compétition et il va accorder une importance capitale à chacun d'entre eux. C'est ça ce que j'aime chez eux. Est-ce que, en parlant de Jean Le Cam, justement, Denis, est-ce qu'il vous a impressionné autant que moi? Non pas avec le sauvetage, parce que cela, on l'attendait de lui, ça paraît presque normal entre gens de la mer. Mais moi, ce qui m'a impressionné chez Jean Le Cam, c'est de le voir avoir une aussi bonne position dans ce départ de Vendée Globe, alors que ce bateau est très loin d'être aussi performant que les bateaux qu'il doublait quelque part. Vous savez, Jean, c'est quelqu'un qui va à l'essentiel. C'est quelqu'un il s'embarrasse pas de choses qui ne sont pas essentielles. Il va toujours à l'essentiel. Pour moi, la meilleure comparaison, c'est Depardieu. C'est-à-dire, si vous dites à Depardieu, est-ce que tu peux me jouer un enfant, lui qui est un peu imposant, qui est un peu grassouillet, qui est un peu pas très mobile dans sa façon d'être aujourd'hui, vous lui dites, fais-moi un enfant de 3 ans. Et Depardieu, il va vous émerveiller parce qu'il va, il va jouer un enfant de 3 ans. Et ben c'est la même chose. C'est-à-dire, vous lui dites, voilà, quelles sont les composantes du jeu? Tu as un bateau de 2007, il a des dérives droites, tu n'as pas de budget, tu as une toute petite équipe, mais tu veux faire un Vendée Globe correct et propre. Qu'est-ce que tu fais? Et en plus, tu n'as pas de temps parce que tu vas aider d'autres skippers à se préparer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'essentiel, c'est-à-dire, avec ta petite équipe, ton tout petit budget, tu fiabilises ton bateau et tu l'allèges. C'est ce qu'il a fait. Il a bossé avec sa petite équipe dans son petit hangar pour alléger et fiabiliser le bateau. Le résultat, c'est que si vous l'avez vu au départ, je suis sûr que vous l'avez vu, j'étais stupéfait par l'aisance de son bateau. Comment ce bateau, très allégé mais très fiable, était à l'aise dans la mer. Alors vous allez me dire, il n'y avait pas beaucoup de vent pour le départ, c'est vrai. Mais après, vous voyez, la trajectoire, elle est incroyable. Elle est incroyable, cette trajectoire. Mais c'est ça, j'en sais. On va à l'essentiel, on ne se plaint pas, ça ne sert à rien de se plaindre. On va à l'essentiel et on fait le boulot avec ce qu'on a. Et vous voyez le résultat. Et dernière question, parce qu'on a déjà largement explosé le temps de notre petite interview. Avec vous, on pourrait passer des heures. Dans ce Vendée Globe, dans celui-ci de 2020, lequel des skippers vous émeut ou lequel vous agace le plus ou lequel avez-vous envie de suivre en particulier? Vous répondez-moi à votre question. Alors, d'abord, je les suis tous parce que je les connais plus tous. Hein, je les ai tous connus très bien à une époque, mais je les connais pas tous maintenant. Après, qu'est-ce qui m'émeut? Je vous dis, Jean m'émeut énormément, ça c'est sûr. Sam Davis m'émeut beaucoup parce que j'ai toujours considéré, et je continue à considérer que le Vendée Globe n'a pas que seule mission de seulement aller du point A au point B, c'est-à-dire le point A étant les Sables d'Olonne, le point B étant les Sables d'Olonne, mais le Vendée Globe a d'autres missions dans la vie que celle-ci, et notamment ce que fait Sam Davis avec son Vendée Globe est remarquable. Vous savez qu'avec son association, ils ont sauvé des centaines d'enfants. C'est avec Initiative Cœur. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve remarquable, mais vraiment remarquable, qui me met au plus haut point. Et j'ai le souvenir de l'arrivée de Tanguy de la Motte au Sable d'Olonne avec Guy Roux, vous voyez, l'entraîneur de football, le fameux Guy Roux, bon, et qui était là et qui prenait dans ses bras, alors qu'il était physiquement déjà bien malade, il prenait dans ses bras les petits-enfants qui venaient d'Afrique pour la plupart, et mais vraiment, c'était le regard d'un grand-père tellement émerveillé de voir que ce bateau avait sauvé tant d'enfants. Et ben, Sam Davis, elle continue à sauver des enfants. Et donc là, je dis bravo, parce que non seulement Sam fait toujours, comme toujours, une très belle course, mais en plus, elle sauve des enfants. Et là, c'est une leçon extraordinaire pour moi. Et aujourd'hui, on pense très fort à elle tant qu'elle ne sait pas quel est son souci parce qu'elle a heurté on ne sait pas quoi et on ne sait pas exactement à l'heure où nous parlons tous les deux quels sont les soucis de son bateau. Mais elle va bien, le bateau va bien, donc je pense que ce sera juste des petites réparations. Et encore là, Sam a un métier extraordinaire. Là encore, c'est bien, c'est comme le sauvetage de Kevin par Jean. On a affaire à des gens qui ont du métier.
Sam a un mental, mais un mental. Vous savez que dans son premier Vendée Globe, Sam s'était juré de ne jamais pleurer. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est Ah jurée oui. de jamais pleurer? Parce que Sam avait un grand-père sous-marinier pendant la Première Guerre mondiale. Et Ah donc, oui. elle avait extirpé de la cave familiale le récit de son grand-père, elle avait lu. Elle avait lu la nuit, mais vraiment comme on lit, mais d'abord elle lisait son patrimoine génétique, et d'autre part elle lisait une aventure, mais vraiment extraordinaire. Et il s'était dit, si mon grand-père est capable de faire ça dans un sous-marin pendant la guerre, moi qui vais aller faire le Vendée Globe, il n'est pas question que je pleure ou que je me plaigne une seule fois. Et vous ne verrez jamais Sam soit pleurer, soit se plaindre, soit gémir, soit jamais. Jamais, jamais. Et ça, c'est des qualités humaines qui sont tellement remarquables. Merci beaucoup, Denis Euro. On vous attend au Sable d'Olonne dès que vous le pouvez pour la dédicace du livre. Il faut qu'on organise ça. Avec plaisir. Bien sûr, c'était prévu avant le Covid, et puis il y a eu le Covid, donc on a Ah, ajourné. Mais peut-être au printemps, au moment des arrivées. avec grand plaisir, Aïda. Merci infiniment. Donc, je rappelle le titre. Je ne peux pas montrer le livre. Je ne l'ai pas encore reçu. Mon Vendée Globe aux éditions François Bourran. Un livre de ce que j'ai pu lire, du peu que j'ai pu lire sur Internet, extrêmement intéressant. À Merci très bientôt. beaucoup. Hein. À bientôt au Sable d'Olonne. Merci. Merci.